Israël, le retour du terrorisme après l'opération d'hier. Nouvel attentat suicide, 5 morts dans un bus en plein centre de Tel Aviv. Attentat revendiqué par le Hamas. Tout à l'heure, l'armée israélienne a pris pour cible le quartier général de Yasser Arafat à Ramallah. Est-il vraiment malade? La polémique s'amplifie après la libération de Maurice Papon. Manifestation à Paris et à Bordeaux. Le ministre de la Justice, Dominique Perben, annonce finalement un pourvoi en cassation. Nouvelle alerte météo sur le sud-est. De violents orages ont touché les départements de l'Hérault, puis des Bouches-du-Rhône et du Var. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu aujourd'hui pour 395 communes de la vallée du Rhône. Crise de confiance et économie déprimée. Rien ne va plus à la bourse. 6e journée de baisse consécutive à Paris, où l'on a retrouvé les niveaux de janvier 98. Enfin, en avant-première, l'exposition qui réunit deux des très grands peintres du XXe siècle, Matisse, Picasso. Ils se sont admirés, confrontés, influencés, à voir au Grand Palais à partir de dimanche. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Pour Maurice Papon, liberté ne signifie pas encore tranquillité. 24 heures après sa sortie, l'incompréhension demeure et les manifestations se multiplient, y compris devant le domicile de l'ancien prisonnier. 32 policiers sont mobilisés en permanence pour assurer sa sécurité. À Gretz-Armainvilliers, reportage Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. Dans sa villa très bien gardée, 24 heures après sa sortie de prison, Maurice Papon, ici furtivement à l'image, profite de cette liberté nouvelle dans les couloirs de sa belle maison familiale. C'est une tâche, c'est une honte pour la France. Ce mec, il est pourri. Une liberté bien sûr qui ne fait pas plaisir à tout le monde. C'est une bête nuisible. Il y a les mauvais souvenirs qui remontent, l'émotion d'un vieil homme, la colère aussi des activistes de la Ligue de défense juive. Sur le trottoir, entre habitants mesurés et militants anti-Papon, les discussions sont vives, évidemment. Il mérite d'être pendu, la peine de mort, pourquoi elle n'existe pas en France? 50 ans après 50 ans après, même 60 ans, même 100 ans après. Il a 92 ans et je pense que ça serait bon de lui foutre la Et là, peine. il y a de la chaîne à Jérusalem pour voir les photos des petits-enfants qui sont passés dans les trains. À Gretz, dans son village, le retour de Maurice Papon, l'ancien maire, n'a pourtant pas ému tout le monde. C'est pas scandalisé, non. Étant donné qu'on l'a bien connu, vous savez, il a quand même fait du bien à Gretz, tout ça, bon... Autour de la villa de l'ancien maire, le dispositif de sécurité est imposant. Dedans, dehors, 32 policiers armés et équipés de gilets pare-balles se relaient 24 heures sur 24. Et comme Maurice Papon reçoit depuis ce matin des menaces de mort par courrier, les hommes du raid ont été alertés. Irma Cohen, 74 ans. Ce soir, l'Union des étudiants juifs de France organisait une manifestation sous les fenêtres de Maurice Papon. Le dispositif a donc encore été renforcé. Oui, manifestation aussi en ce moment même à Bordeaux. 250 personnes réunies à l'appel de la Ligue des droits de l'homme et de plusieurs associations. Le Parti communiste s'est également associé à ce rassemblement. Le Parti communiste qui appelait par ailleurs ce soir à manifester devant l'ancien vélodrome d'hiver, théâtre en 1942 de la rafle du même nom. Plusieurs centaines de personnes s'y sont retrouvées. En fait, la protestation a pris une nouvelle ampleur après la diffusion des images de la libération de Maurice Papon, le montrant valide et regagnant son domicile sans assistance médicale. Frédéric Crotta. Maurice Papon est sorti de la prison de la Santé en marchant tout à fait normalement. Et pourtant, un des deux rapports d'expertise l'avait qualifié de presque totalement impotent, pouvant devenir grabataire. D'après le dictionnaire, quelqu'un d'impotent ne peut se mouvoir ou ne le fait qu'avec difficulté. Un grabataire, c'est un malade qui ne quitte pas le lit. Impotent, grabataire, Maurice Papon, tout serait une question de nuance. D'après les experts, la médecine n'est pas une science exacte et il ne faut surtout pas s'en tenir aux apparences. Ce n'est pas l'apparence extérieure auquel on s'est attaché, c'est le dossier médical, les traitements qui étaient suivis et les risques encourus sur le plan médical par M. Papon. Ça ne veut pas dire qu'il va mourir demain ou la semaine prochaine, peut-être, ni le mois suivant. Nul ne sait, mais le pronostic vital est en jeu. Parmi ceux qui l'ont côtoyé à la prison de la Santé, un gardien qui n'est pas du tout du même avis. À ma connaissance, quand moi je le voyais, il ne semblait pas être ni grabataire ni omnipotent. Il y a des gens actuellement dans les prisons françaises qui sont nettement plus malades que ce monsieur et qui ne bénéficient pas d'autant d'attention.
Au cœur de la polémique, l'expertise médicale. Certains mettent en doute son sérieux et sa validité. On vit dans un climat de telle complaisance autour du cas de M. Papon, où finalement il n'y en a que pour lui, il y a une rupture manifeste de l'égalité devant la loi, que moi je demande maintenant à vérifier quelle est la véritable portée, quelle est la véritable valeur de ces rapports d'expertise. Maurice Papon s'apprête à passer sa deuxième nuit à la maison près des siens, mais les polémiques et les procédures ne sont pas prêtes de s'éteindre. Et c'est dans ce contexte que le garde des Sceaux, Dominique Perben, a donc finalement décidé de demander au parquet général de se pourvoir en cassation. On écoute le ministre de la Justice. J'ai donné le feu vert au procureur général pour introduire effectivement un pourvoi en cassation contre la décision qui a été annoncée hier par la Cour d'appel de Paris. Quel est le motif, monsieur le ministre? Alors le motif sera précisé par le parquet général, mais d'ores et déjà je puis vous dire que le raisonnement juridique tourne autour de l'idée de trouble à l'ordre public. Oui, rappelons que la Cour de cassation ne tranche pas sur le fond, mais sur le droit. De fait, sauf si une erreur de procédure avait été commise, cette démarche a donc peu de chances d'aboutir. Et puis cette libération relance les interrogations sur le sort des malades et des personnes âgées en détention. Beaucoup réclament que la jurisprudence Papon s'applique maintenant aux autres prisonniers. Patrick Fandiot, Jeff Wittenberg. Ce n'est pas encore l'hospice, mais ça y ressemble de plus en plus. Dans ce dortoir de la prison de Liancourt, la plupart des détenus ont largement passé la soixantaine. Certains ont du mal à manger tout seuls. D'autres sont incontinents. Impossible par exemple d'aller aux toilettes sans l'aide des co-détenus. Mettre fin à cette situation de souffrance et de dépendance, c'était l'objectif des sénateurs en mars 2002. Ils adoptent alors un amendement dit humanitaire dans le cadre de la loi sur le droit des malades. Une loi qui permet la suspension de la peine en cas de grave maladie. Il faut être précis sur la loi. Elle permet aux juges de libérer des personnes qui ont une pathologie suffisamment grave pour que le pronostic vital soit engagé, c'est-à-dire des personnes qui sont sur le point de mourir. Pas des personnes âgées, ça peut être des personnes jeunes. Si grâce à cette loi, Maurice Papon a pu être libéré, il reste encore en France 2 détenus de plus de 90 ans, 27 octogénaires et 1764 prisonniers âgés de plus de 60 ans. Certains d'entre eux souffrent de graves pathologies. Il y a aussi les malades du sida, les cancéreux en phase terminale, tous soignés dans des structures inadaptées. Aujourd'hui, les associations réclament leur libération. Nous, ça fait 12 ans qu'on travaille et qu'on demande des libérations, qu'on demande des grâces médicales et qu'on n'obtient jamais. On n'a jamais obtenu un rendez-vous avec le ministre de la Justice. Donc qu'aujourd'hui, lui, il prenne position. La justice devra se prononcer dans les prochains jours sur d'autres cas de détenus gravement malades. Ceux-là espèrent bénéficier, comme Maurice Papon, de la compréhension des magistrats. Attentats et représailles, l'actualité au Proche-Orient ressemble à un éternel recommencement. En fin de matinée, un homme s'est fait exploser dans un bus à Tel Aviv. Nouvelle scène d'horreur, 5 morts plus le kamikaze. Et ce soir, l'armée israélienne est donc entrée à nouveau en action. Sur place, Charles Anderlin. L'explosion vient d'avoir lieu. Les premiers secours arrivent sur place. Visiblement, la bombe humaine a choisi le lieu et l'heure de l'attentat pour qu'il y ait un grand nombre de victimes. Cela se passe en plein centre de Tel Aviv, peu avant 13 h. Immédiatement après être monté dans l'autobus, le kamikaze, un jeune Palestinien, a actionné la charge qu'il portait dans un sac à dos. Des boulons et des clous étaient mélangés à l'explosif. Parmi les 74 blessés, une trentaine sont des personnes en état de choc. Cette attaque a été revendiquée par le Hamas. Au gouvernement, nous savions que le calme de ces dernières semaines n'était qu'une illusion. En fait, les assassins, l'OLP et l'autorité palestinienne ont tenté de commettre de nombreux attentats. Grâce à Dieu, l'armée les en a empêchés. Malheureusement, de temps à autre, les terroristes passent. Immédiatement après l'attentat, Ariel Sharon a réuni son gouvernement en séance extraordinaire. Une première décision, l'armée israélienne a repris le siège de la Moukata, le QG de Yasser Arafat à Ramallah. Des chars ont pénétré dans ce complexe qui comprend plusieurs bâtiments. Des échanges de tirs se déroulent sur place. Il y aurait un mort selon des sources israéliennes, 2 blessés selon des sources palestiniennes. L'opération se déroule en ce moment. L'armée israélienne a par ailleurs rétabli le couvre-feu
permanent sur les villes qu'elle occupe en Cisjordanie, à l'exception de Hébron. Direction maintenant la Côte d'Ivoire, secouée depuis ce matin par une tentative de coup d'État, scène de combat, fusillade dans les rues d'Abidjan. La mutinerie a déjà coûté la vie au ministre de l'Intérieur. Notre équipe est l'une des rares à se trouver sur place dans un climat très tendu. Quelques points de repère d'abord. La Côte d'Ivoire est un pays grand comme la moitié de la France, peuplé de 16 millions d'habitants, ancienne colonie française, indépendante depuis 1960 et considérée comme un modèle de stabilité jusqu'à ces dernières années. Voici l'homme qui serait à l'origine du putsch, selon la présidence, il faut rester prudent. Il s'agit du général Robert Gueye, 61 ans, déjà auteur d'un coup d'État réussi, celui-là, il y a 3 ans, avant d'être chassé par les urnes. Il a été retrouvé mort dans une rue peu après les affrontements. Sur place donc, le reportage de nos correspondants Éric Monnier, Bruno Giraudon. 4h30 à Abidjan ce matin, les premières rafales. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Dans la pénombre, de furtives silhouettes, des mutins qui passent à l'attaque. Leur objectif semble être la grande gendarmerie d'Akban dans le quartier résidentiel de Cocody. Se sentant repérés, ils ouvrent le feu sur notre véhicule. Recule. Ça va. Toute la matinée, les échanges d'armes automatiques ou même d'armes lourdes résonneront dans la ville. La confusion est d'abord complète. S'agit-il d'une mutinerie ou bel et bien d'une nouvelle tentative de coup d'État? À Abidjan, on se souvient que le putsch de décembre 99 avait commencé de cette manière. Peu à peu, les troupes loyalistes reprennent le contrôle de la rue. La chasse aux mutins commence. Avancez. Il y a un taxi qui arrive. Pour certains Abidjanais aujourd'hui, la chance était au rendez-vous. Pas pour d'autres. Pour l'heure, le bilan ne peut être que provisoire, mais on dénombre des dizaines de blessés et des morts aussi. Toujours. Mais est-ce qu'il y a eu des morts et des blessés, beaucoup? De part et d'autre, oui. Combien à peu près? Bon, pour le moment, on ne peut pas les chiffrer, mais de part et d'autre. Encore des munitions en poche. Il a encore des munitions en poche. Le ministre de l'Intérieur ivoirien, Émile Bogadoudou, dont la maison a été prise d'assaut, serait au nombre des tués. Mais aussi le général Robert Gueye, auteur du coup d'État de 99. Ce soir, Abidjan se préparait à passer une nuit dans un calme plus que précaire. Les villes de Korogo au nord et de Bouaké au centre du pays étaient-elles toujours aux mains des mutins? Des mouvements de troupes insurgées étaient signalés en direction d'Abidjan. Selon le ministère de la Défense à Paris, les 600 militaires français basés en permanence à Abidjan n'ont pas été sollicités et n'ont mené aucune action particulière. La France dit suivre la situation avec attention et les 19 000 ressortissants français ont été invités à rester chez eux. Oui, c'est le pays d'Afrique où ils sont les plus nombreux. En France, serait-ce une malédiction? 11 jours après les inondations, le sud-est a été à nouveau victime des intempéries. Très forte pluie ce matin sur le département de l'Hérault, avec, vous le voyez, des ruisseaux qui ont à nouveau débordé, des caves inondées ici au nord de Montpellier. La dépression s'est ensuite déplacée vers l'est. L'aéroport de Marseille-Provence est resté fermé 40 minutes cet après-midi en raison des fortes pluies. Une satisfaction pour les inondés du 8 septembre, c'est fait. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 395 communes de la vallée du Rhône, 395 sur les 416 touchées. Elles sont situées essentiellement dans le Gard. L'arrêté sera publié demain. Si vous faites partie des sinistrés, vous aurez alors 10 jours pour déclarer les dégâts aux compagnies d'assurance. Voilà pour les particuliers, mais on craint aussi pour les installations, y compris les monuments historiques. Exemple, le magnifique pont du Gard à Rémoulins, sur place Agnès Monteux, Jean-Paul Chausset. Toujours aussi majestueux. Le géant de pierre n'a pas cédé, sauf qu'à ses pieds, le sol est défiguré. Plus de végétation, plus de terre, tout a été lessivé par les flots. Un torrent 10 mètres plus haut que d'habitude. La puissance du Gardon devait être alors 1000 fois supérieure à la moyenne. Les touristes se désolent de ce paysage lunaire. Tous les arbres sont couchés, tout est recouvert par la boue, c'est triste. Mais pour ce défenseur du site, les conséquences sont plus importantes. Selon lui, chaque crue fissure et creuse davantage les rochers sur lesquels reposent les piliers. Il y a des fentes verticales, il y a des creux en dessous, et dans ces conditions,
Sous l'effet du poids, le rocher qui bouge peut entraîner donc le basculement de la pile vers la rivière et à partir de là, bien entendu, une fissuration sur les arches. Le problème n'est pas nouveau. Des renforts ont déjà été placés, mais ils n'auraient jamais fait leurs preuves. Cet après-midi, des architectes sont passés. Une commission d'experts va prochainement étudier les fissures des roches, mais à première vue, il n'y a aucun problème. Le fait qu'elles aient été lavées les rend tout à fait perceptibles, alors qu'avant, elles disparaissaient sous un tapis de mousse. Mais elles ne sont pas nouvelles. Elles ont toujours été là. Depuis 2000 ans, bien sûr, il en a connu des crues. Mais celle-ci relance un vieux débat sur la fragilisation du chef-d'œuvre romain. Et un dernier mot sur le montant total des dommages. Selon la Fédération des sociétés d'assurance, il pourrait finalement atteindre 450 millions d'euros. Une image de Toulon, enfin le voilà. Si vous habitez la région, vous voyez forcément de quoi il s'agit. Le fameux tunnel tant attendu pour désengorger la ville et relier les deux autoroutes. Il a été ouvert à la circulation ce matin. 3 km de long. Il est gratuit mais ne fonctionne pour l'instant que dans le seul sens Nice-Marseille. Est-ouest. Pour le second tube, il faudra encore creuser et donc attendre. À Istres, l'homme soupçonné d'avoir contaminé un réservoir d'eau potable, on en parlait hier, a été relâché. Aucune charge n'a été retenue contre lui. L'enquête se poursuit. Des scènes qui rappellent les années 50 dans la banlieue de Lyon. Des centaines de Roms se sont massés pendant l'été dans ce qu'il faut bien appeler un bidonville. Venus de Roumanie ou d'ex-Yougoslavie, certains ont un visa de tourisme, d'autres sont demandeurs d'asile ou en situation irrégulière. Les autorités sont désemparées. Benoît Gadret, Philippe Évêque. De ce côté du camp, il n'y a plus d'eau. La bouche à incendie est bloquée. Le branchement de fortune est vécu. Il faut parcourir 300 mètres pour trouver l'autre tuyau, désormais le seul point d'eau pour 400 personnes. 400 Roms qui vivent dans ce bidonville aux portes de Lyon. Au milieu des détritus, des enfants déscolarisés. La baraque de Johan ressemble à celle des autres. Là-bas, montrer. Des planches et des tôles, que des matériaux de récupération. Ses voisins ne sont pas mieux lotis. Sous ce toit percé vivent 8 personnes, dont 6 enfants. J'ai pas des conditions ici, regarde comment ils vivent les enfants. L'état sanitaire de ces familles est désastreux. Les enfants souffrent de problèmes de peau et de diarrhée. On a pas mal d'enfants qui ont des problèmes nutritionnels, qui sont amaigris, même des enfants qui ont perdu du poids. Et puis on a beaucoup de femmes enceintes qui ne sont pas suivies. Ces familles originaires de Roumanie ou de l'ex-Yougoslavie demandent pour la plupart l'asile. Leur dossier complexe sera étudié au plus vite, promet la préfecture. Mais pour ce qui est du logement, malgré la création récente de 1000 places, il n'y a pas d'espoir. Tous les foyers sont saturés et le nombre de personnes à l'hôtel est passé de 50 en janvier 2001 à plus de 500 en 2002 et la facture de l'hôtel dans le département représente à elle seule plus de 20 millions de francs ou 3 millions d'euros. Dans la crasse et la misère, un rayon de soleil, une parenthèse musicale pour oublier un instant la précarité. Justice, c'était hier soir, tard dans la nuit. La cour d'assises de Seine-et-Marne a finalement condamné à 15 ans de prison ferme Michel Albanque, organisateur d'un réseau pédophile. Pour ses complices, les peines vont de 4 à 12 ans ferme. Aurélia Guillemin, Bernard Connor. Direction la prison. À l'intérieur, ils sont 7, tous reconnus coupables de viol ou d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Parmi eux, Michel Albanque, la tête du réseau. Il écope de la peine la plus lourde, 15 ans de réclusion criminelle, c'est 3 ans de moins que ce qui avait été requis. Le jury a écouté, le jury a compris, et le jury a vu ses regards. Ce regard de la victime, des victimes, vis-à-vis de Michel Albanque lorsqu'il disait « je demande pardon ». Pour les 9 autres membres du réseau, les peines s'échelonnent de 4 à 12 ans d'emprisonnement. Les condamnations les plus légères étant assorties de sursis, 3 d'entre eux ont pu quitter le tribunal dès la fin du procès. Des hommes libres, mais jugés coupables, face à des victimes reconnues comme telles. Je crois que pour ces jeunes gens, au moins ça c'est essentiel. Ils peuvent sortir de la salle d'audience la tête haute sans qu'on leur dise vous êtes les complices de ces gens-là. Mais à l'énoncé du verdict, la principale victime de Michel Albanque confiait sa déception face à des peines qu'il juge insuffisantes, ajoutant que malgré les excuses, les faits sont toujours là. Que faire des pédophiles? Comment les soigner? La question demeure. Au cours des débats, l'un des accusés avait indiqué qu'il avait lui-même pris l'initiative de rencontrer des médecins sans réel succès. De fait, les dispositifs semblent balbutiants. Enquête Céline Crespi, Frédéric Faure.
Cet homme, que nous appellerons Pierre, préfère garder l'anonymat. Condamné pour agression sexuelle sur un petit garçon, il est sorti de prison il y a 3 ans. Depuis, il vient 2 fois par mois suivre une thérapie dans ce centre. Ici, Pierre apprend à éviter la récidive grâce à un travail en groupe plus efficace, semble-t-il, qu'un simple rendez-vous chez un thérapeute. Dans une thérapie individuelle, je peux dire au psychologue ou au psychiatre ce que je veux, je peux lui cacher ce que je veux. Dans un groupe, je suis à côté de personnes qui ont la même problématique que moi et donc je peux difficilement mentir. Un travail en groupe dont le docteur Coutenceau est à l'origine. Pour lui, il n'y a pas de recette miracle, mais on peut traiter la pédophilie en associant différentes disciplines de la médecine. Ces thérapies qui concernent ces sujets sont à la fois psychologiques, qui leur parlent à eux pour qu'ils maturent, sexologiques, il faut parler concrètement de la sexualité, comment ils peuvent vivre une sexualité autrement, et aussi il faut qu'elle soit extrêmement concrète et au fond qu'on les aide à vivre leur sexualité autrement. Ce centre, cette méthode sont uniques en France. Résultat difficile à obtenir, investissement sur le long terme, les médecins sont rares à vouloir se former. Un prédateur qui voudrait remonter la pente, s'arrêter, ainsi de suite, il n'a pour l'instant rien pour s'adresser. Il n'a pas d'adresse. Donc il va continuer. Samuel est attiré par les enfants, mais lui n'est jamais passé à l'acte. Mal dans sa peau, il ne trouve pas de réponse médicale. Ce que je disais aussi sur les pédophiles comme des pervers, des malades, des violeurs, des gens violents, ça ne me correspondait pas du tout. Donc je me disais, mais ils ne savent rien, les gens qui écrivent sur la question. Ça ne me décrit pas, ça ne parle pas de moi. Il y a tellement d'a priori de la part de prétendus spécialistes que j'ai pas envie de faire la tournée des psychiatres. Faute de spécialistes suffisamment formés, le passage à l'acte a souvent lieu. Paradoxe, ce n'est qu'en prison que la prise de conscience et le premier traitement se font. Forcément pas le lieu idéal. Et toujours à propos de la pédophilie, la cour d'appel de Douai a remis en liberté un homme soupçonné d'avoir abusé de plusieurs écoliers dans le village de Bucois. L'affaire avait retenu l'attention car sa propre femme, directrice d'école, lui envoyait les élèves punis pour qu'il les surveille. Une libération qui a provoqué aujourd'hui l'émotion de nombreux parents d'élèves. Encore une journée noire à la Bourse de Paris. Scénario logique, depuis plusieurs jours, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Emploi et investissements en panne, production industrielle en recul. Conséquences douloureuses pour les 6 millions de petits actionnaires français qui ont mis leurs économies en bourse. Les principaux indices sont revenus au niveau de janvier 98. Séverine Lebrun, François-Xavier Guton. On a par exemple Alcatel qui abandonne 17,70%, elle cote à la clôture 2,51 €. Alcatel qui craque, Sodexo qui s'écroule, moins 30% en une seule séance. Résultat, le CAC 40 flanche et passe sous le seuil symbolique des 3000 points, sa valeur la plus basse depuis 1998. La bourse déteste les mauvaises nouvelles qui s'accumulent ces derniers temps. Les entreprises affichent des résultats médiocres, une production industrielle au ralenti et toujours cette défiance vis-à-vis des comptes des sociétés. Suite à l'affaire Enron, suite à l'affaire Vivendi, on se pose la question, est-ce que cette entreprise n'ont pas trop magouillé? Est-ce que les comptes reflètent réellement la réalité? Une réalité encore assombrie par l'éventualité d'un conflit en Irak. Bref, tous les indicateurs sont au rouge. Il faudra encore du temps pour que la bourse retrouve ses repères. Une bonne nouvelle tout de même en économie pour ceux qui emploient un salarié à domicile, nounou, aide ménagère ou infirmière. Eh bien, la réduction maximum d'impôts accordée pourrait augmenter de quelques 50%, information du journal Les Échos. Et puis le calendrier de la privatisation d'Air France, le projet de loi devrait être présenté à l'automne, c'est ce qu'annonce le gouvernement. Le gouvernement vigoureusement pris à partie par François Hollande, c'était à l'occasion de la clôture des journées parlementaires du Parti Socialiste. Et vous allez l'entendre, le ton est monté d'un cran. On écoute François Hollande. Nous avions fait les emplois jeunes, il les supprime. Nous avions engagé les 35 heures, il les arrête. Nous avions donné priorité au budget de l'éducation, il le lamine. Le gouvernement ne construit pas, il détruit. Il ne fait pas, il défait. C'est le gouvernement de la défaisance, qui n'est pas loin parfois, mais les Français jugeront, de la malfaisance. Et tout à l'heure, à la fin de ce journal, Laurent Fabius sera l'invité de Gérard Leclerc dans Questions ouvertes. Encore une info politique avec ce retour au classique à l'UMP. L'UMP qui cherche un nom. On avait évoqué la Maison Bleue, trop bucolique. La proposition est définitivement retoquée.
Les élections en Allemagne, Schröder ou Stoiber. À 3 jours du scrutin, ils sont au coude à coude. Le chancelier sortant Gerhard Schröder, 58 ans, a marqué des points en s'opposant à la guerre en Irak. Le conservateur Edmund Stoiber, 61 ans, fait campagne, lui, sur le chômage, toujours très élevé outre-Rhin, sur la sécurité et contre l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Pour le reste, c'est surtout une bataille de tempérament, car les programmes sont relativement proches. On craint du coup une forte abstention, notamment chez les jeunes. Pour l'éviter, une association a trouvé un moyen original. Reportage de notre correspondant à Berlin, Patrice Ronden. Ces déménageurs-là sont en fait des étudiants en sciences politiques soucieux de remettre le civisme à la mode. Leur truc, un salon en plein air pour faire sympa et une ribambelle d'ordinateurs pour faire sérieux. Aujourd'hui, ils s'attaquent à la circonscription du pays où l'on vote le moins. Ici, on a à peu près, je pense, 2000 jeunes électeurs. Et on va justement essayer de nous convaincre de voter. L'ordinateur pose 27 questions. Une fois qu'on a répondu, il nous conseille de voter pour tel ou tel parti. Ce sont des questions relativement simples. On les a choisies en lisant le programme électoral de chaque parti politique. Et parmi les questions, pour ou contre la dépénalisation du cannabis. Mais parfois ça se complique. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? On te demande ton avis sur la recherche génétique. Et visiblement, ils préfèrent passer à autre chose. Ah, les pitbulls, moi je suis pour l'interdiction. Bon, et bien dans ce cas, tu cliques sur oui. Et là, c'est sur l'euthanasie. Aux Pays-Bas, c'est autorisé. En Allemagne, c'est interdit. Et ainsi de suite, jusqu'au verdict. Finalement, je ne suis pas sûre de savoir pour qui je vais voter. En tout cas, je ne savais pas que j'étais de droite. Le résultat correspond à peu près à mes opinions politiques. Le gang des urnes n'en est pas à sa première initiative. Avec l'aide de sponsors, il a produit un clip diffusé dans les salles de cinéma. On y voit un groupe de jeunes user les marges du Parlement. Surgit alors un candidat. Interrogation du regard, mimique, statique, finalement, c'est Nein. Et au suivant, avec ce slogan, le 22, c'est toi qui décides qui rentre au Bundestag. Le scrutin dimanche donc. Retour en France, la rentrée scolaire en Guadeloupe, elle est enfin prévue pour demain. Le recteur de l'académie a finalement accepté de créer 261 postes. Les enseignants et les parents d'élèves ont donc suspendu leur mot d'ordre de grève illimité. Les cours n'avaient pas repris, je vous le rappelle, depuis le 4 septembre, date initiale de la rentrée. Les compacts disques, les chocolats, les produits de maquillage ou les lames de rasoir. Voici quelques-uns des produits les plus volés dans les supermarchés. C'est le résultat d'une étude très officielle réalisée à l'échelle européenne dans 16 pays, car le phénomène prend de l'ampleur. Depuis plusieurs années déjà, la grande distribution est obligée d'inclure les vols dans ses marges. Amaury Guibert, Olivier Flavien, Grégory Vasseur. Disques compacts ou DVD, deux produits qui font un tabac chez les voleurs. Une étude menée dans 16 pays européens dresse un hit-parade des produits les plus volés dans les grandes surfaces. Le panier type comprend aussi du saumon fumé ou encore des produits de beauté. Et le phénomène prend de l'ampleur, plus 5% en un an. Dans ce supermarché, presque tous les employés peuvent en témoigner. Je n'ai pas pu le rattraper parce que je m'y attendais pas et je me suis dit bon, il va passer à la caisse, il va passer juste un article et le reste il va pas le passer. Mais finalement il est passé par derrière et il a couru, on n'a pas pu le rattraper. Et cela a un coût, 4 milliards d'euros de pertes par an pour les enseignes. Elles cherchent la parade, seulement les caméras de surveillance ne sont pas d'une efficacité redoutable. Les voleurs les plus doués savent les éviter. Ils ont une longueur d'avance. Les rattraper, c'est le métier de cette société qui fabrique des matériels de sécurité, des antivols toujours plus complexes à forcer comme pour les DVD. Alors le produit existant, donc, ce sont des boîtiers dans lesquels on met une étiquette de protection qui sont fermés via une serrure. Les nouveaux produits qui devraient remplacer cela, ce sont des boîtiers avec une étiquette, un système de fermeture intégré. Qui verrouille le boîtier lui-même, donc ça évite l'utilisation des boîtiers plastiques. Certaines grandes surfaces ont opté pour une solution plus radicale. Chez elles, les produits les plus chers ou les plus convoités, comme les alcools forts ou les lames de rasoir, sont bien gardés dans une vitrine fermée à clé.
À Guéret, dans la Creuse, le début du procès du directeur d'un abattoir et de 6 de ses salariés. Ils sont accusés d'avoir écoulé de la viande avariée pendant 3 ans au moins. Les dates de péremption étaient maquillées, la viande elle-même était parfois nettoyée à l'eau de javel pour lui donner un aspect plus présentable. Toulouse s'apprête à commémorer le premier anniversaire de l'explosion de l'usine AZF. Nombreuses manifestations prévues et toujours beaucoup de questions sur l'origine de l'explosion. Les circonstances précises qui ont provoqué la détonation n'ont pu être reconstituées. Du coup, le doute est toujours dans les esprits. Toulouse, pourquoi, comment? C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Romuald Bonan et Alain Poirier. Un cratère de plus de 50 mètres de diamètre au cœur d'un paysage totalement dévasté. Alors que les bulldozers achèvent le travail de démolition, 1 an après l'explosion, les experts ont rendu un premier rapport. Selon eux, de nombreux éléments permettent de privilégier aujourd'hui l'accident chimique. À cause de ces 2 produits, du nitrate d'ammonium, qui sert d'engrais, et des dérivés chlorés utilisés pour l'assainissement des piscines. 2 substances fabriquées dans 2 endroits distincts de l'usine. Pour les experts, la mise en contact accidentelle de ces 2 produits serait à l'origine de la tragédie. Des expériences sur de petites quantités ont montré que l'explosion est systématique dans certaines conditions d'humidité et de confinement. Dans ce cas, le contact entre les 2 produits délivre du trichlorure d'azote, un gaz qui explose au contact de l'air, un gaz dont le comportement n'est pas complètement connu. L'hypothèse qui est avancée, c'est que le dérivé chloré a été déposé en surface. En ce cas-là, je ne sais pas quels vont être les délais d'abord de formation du trichlorure d'azote, les quantités de trichlorure d'azote qui vont être formées, si c'est lui qui est responsable. Et il me semble qu'une seule réponse à cela sera une expérience en grandeur non pas réelle, mais disons sur 1 tonne de produit à peu près. Tout aurait commencé dans ces hangars, là où sont conditionnés les produits chlorés. 48 heures avant l'explosion, le contenu de l'un de ces sacs, perforé accidentellement, aurait été versé dans une benne, réservée normalement aux produits non dangereux. 15 minutes avant l'explosion, ce chargement chloré de 500 kg atterrit dans le sas du hangar 221, un endroit prévu pour accueillir seulement du nitrate d'ammonium. Le mélange devient critique, la détonation suivie d'éclairs fait exploser le tas principal de 350 tonnes, situé à quelques mètres. Un mélange accidentel dû à des négligences que Total Elf-Fina refuse. Le groupe avance une autre thèse, celle d'un arc électrique qui aurait pu mettre le feu aux poudres d'ammonitrate. Il y a eu d'autres éléments qui nous ont conduits à examiner d'autres pistes, et notamment un très grand nombre de témoignages concernant des phénomènes électriques intervenus sur le site. D'ici quelques jours, des expériences payées par Atofina vont commencer dans ce laboratoire pour vérifier cette hypothèse, un phénomène jamais vu jusqu'ici. On a fait beaucoup de recherches documentaires et bibliographiques. On n'a trouvé aucun article sur le sujet aujourd'hui. Donc c'est faire un premier champ d'expérience. D'ici quelques semaines, d'autres expériences seront menées en Sibérie par Atofina dans le plus grand secret, cette fois pour comprendre les dangers du nitrate d'ammonium mélangé avec des dérivés chlorés. En avant-première, l'exposition qui réunit 2 des très grands artistes du XXe siècle, Matisse, Picasso. Ils se sont admirés, confrontés, influencés à voir au Grand Palais à partir de dimanche. Georges Bégou, Bernard Puissesseau, Didier Dahan. À ma gauche, Henri Matisse. À ma droite, Pablo Picasso. Non, qu'on se rassure, leur exposition commune n'est pas un combat, seulement une belle confrontation. Ces yeux-là ont vu avant tout le monde ce que serait l'art du XXe siècle. Matisse et Picasso sont les phares de l'art moderne. Lorsqu'ils se rencontrent en 1906, Picasso subit l'influence de Cézanne. Matisse, de son côté, sort du fauvisme et supprime les volumes. C'est Matisse qui montre les premières statuettes nègres à Picasso, qui puise dans l'art africain une partie de son inspiration. Matisse n'est-il pas lui-même un peu cubiste à cette époque-là? Mais il s'éloigne très vite des chemins de Picasso. Il déclare « Picasso brise les formes, moi je suis à leur service ». Picasso fait école. Georges Braque, Juan Gris et beaucoup d'autres entrent dans la religion cubiste. Le maître espagnol, formé à l'ancienne, garde toujours le souci du volume et de la perspective, en dépit de la déstructuration des formes. La femme assise de Picasso paraît songeuse devant la sérénité maticienne de son pendant traité en aplat. Toute sa vie, Picasso ouvre un œil curieux sur l'œuvre de Matisse et Matisse sur celle de Picasso, au point qu'il semble parfois se pasticher.
Voici un Matisse. Et voici un Picasso. Étonnant, non? Mais l'exposition du Grand Palais offre encore une multitude d'autres sujets d'étonnement et d'éblouissement. Football, la Coupe d'Europe, décidément c'est une série noire pour les clubs français. Au premier tour de la Coupe de l'UEFA, Lorient a été battu 2-0 par le Denizlispor, un club turc, de but de Mustafa Özcan. Rappelons que Lorient est descendu en Ligue 2 cette saison. Tennis, un grand classique de la Coupe Davis à suivre à partir de demain sur France Télévisions. France-États-Unis, à la clé une place en finale. Le tirage au sort a désigné Sébastien Grosjean pour affronter James Blake et Arnaud Clément contre Andy Roddick pour cette première journée. Andy Roddick, 20 ans, nouveau numéro 1 de l'équipe, un phénomène. Il est aussi mauvais garçon que John McEnroe à son âge, aussi talentueux aussi. Nathanaël de Rinxin. Cette semaine, Andy Roddick a redécouvert la terre battue parisienne. Sur le central de Roland-Garros, le mauvais garçon du tennis américain n'a pas tardé à reprendre ses bonnes habitudes. Là où certains mouillent le maillot, Andy Roddick a son propre style. Il sait comment séduire le public. Entre 2 plongeons et une glissade, tout le monde attend désormais avec impatience un de ses nombreux coups de gueule. À tel point que certains voient déjà en lui un nouveau McEnroe. C'est vrai que John McEnroe et Jimmy Connors sont énormément apportés au tennis de par leur jeu, mais également de par leur tempérament sur le court. Mais je ne veux pas les copier. Au contraire, je veux rester fidèle à ma propre personnalité. S'il a mauvais caractère, il a aussi beaucoup de talent. Il y a 3 semaines à l'US Open, Roddick a réussi ce qui restera comme un des points les plus spectaculaires de l'année. Roddick semble promis à un bel avenir. Il manque encore 2-3 bonnes années d'expérience pour pouvoir produire un tennis, je dirais, solide, créatif et consistant. Lundi, Roddick est arrivé sur le central par les tribunes. Dimanche prochain, il compte bien quitter Roland-Garros par la grande porte. Voilà, France-États-Unis à suivre à partir de demain matin sur France Télévisions. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'info sur France 2, tout de suite, question ouverte. Invité de Gérard Leclerc, Laurent Fabius. La météo, Patrice Drevet, point route, Valérie Maurice. Minuit, dernier journal, Laurence Piquet. Dans les 4 vérités demain, dans Télématin, à partir de 6h30, Françoise Laborde recevra Roselyne Bachelot, ministre de l'écologie et du développement durable. On se quitte sur un éclat de rire à Londres. En fait, c'est un club du rire. Il paraît qu'il y en a de plus en plus. Le rire serait très bon pour la santé. Le club se réunit tous les dimanches, ici, dans ce parc. À lundi.